Dans le village de Zango, vivait une jeune femme nommée Salima. Elle était aussi pauvre que le sol poussiéreux sous ses pieds. Ses vêtements ressemblaient à de vieux portants pleins de trous et de déchirures, couvrant à peine son corps. Le toit de sa hutte fuyait chaque fois que le ciel pleurait, et le vent froid soufflait à travers les fenêtres déchirées, comme pour se moquer d'elle. Salima n'avait pas de lit. Elle dormait sur le sol dur et nu, se recroquevillant comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais les matins la saluaient toujours avec la même lutte. Elle essayait tout pour survivre. Elle allait chercher de l'eau pour les gens, lavait leurs vêtements, travaillait même dans leur ferme. Mais peu importait combien elle travaillait dur, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde s'était retourné contre elle. Ses agates, les femmes avec qui elle avait grandi, étaient toutes mariées. Elles vivaient confortablement avec leur famille, portaient de beaux vêtements. Leurs enfants riaient et jouaient autour d'elle. Mais Salima, elle, n'avait ni mari, ni enfant, ni personne à qui s'adresser. Les villageois murmuraient dans son dos qu'elle était maudite. Ils disaient qu'elle était née avec la malchance. Même les hommes gardaient leur distance, craignant que son malheur ne déteigne sur eux. La vie de Salima était une histoire de chagrin. Elle marchait à travers le village comme une ombre inaperçue, mal aimée et indésirable. Mais malgré tout, elle continuait, espérant qu'un jour, le soleil brillerait plus fort sur sa vie. Pourtant, ce jour n'était pas encore venu. Un après-midi chaud, Salima porta sa boule de vêtements en lambeaux à la rivière. Le soleil battait férocement, et l'eau scintillait comme un pot d'argent fondu. Elle s'agenouilla près de la berge, frottant ses haillons avec des mains aussi rugueuses que les routes du village. Le bruit de l'eau ruisselante était son seul réconfort. Alors qu'elle se lavait, elle entendit le doux bruissement de pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, son cœur bondissant comme un oiseau effrayé. Là, debout, grande et fière, se tenait une femme vêtue de tissu si fin qu'il semblait appartenir à une reine. Sa peau brillait, ses bijoux scintillaient, et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Bonne journée », dit-elle d'une voix douce comme du miel. Salima cligna des yeux, incertaine de rêver. « Bonne journée maman », répondit-elle à peine, sa voix un souffle. La femme s'approcha. « Mon nom est Kémi. Je t'ai observé Salima, je connais tes difficultés. » Les yeux de Salima s'écarquillèrent. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Kémi sourit, comme si elle lisait dans ses pensées. « J'ai une affaire pour toi. C'est simple et cela va changer ta vie. » Salima la fixa, l'esprit embrouillé. Quel genre d'entreprise? Kémi fouilla dans son sac et en sortit une liasse de billets neufs. Tu récupéreras les culottes usagées du village, apportant autant que tu peux. Pour chaque charge, je te paierai généreusement. La mâchoire de Salima tomba. Des culottes? Demanda-t-elle, la confusion épaisse dans sa voix. Oui, répondit Kémi fermement. Ne pose pas de questions. Fais simplement ce que je dis, et tu ne seras plus jamais pauvre. Elle tendit l'argent à Salima et se tourna pour partir. Souviens-toi, dit-elle. Je t'attendrai. Salima resta assise près de la rivière, serrant l'argent dans ses bras. Son esprit était embrouillé par les questions. C'est quel genre d'entreprise? Pourquoi des culottes? Elle ne comprenait pas. Mais le poids réel de l'argent dans sa main alluma en elle une flamme nouvelle. Pour la première fois de sa vie, l'espoir remua dans sa poitrine. Elle fit ses bagages et rentra chez elle. Son cœur battait comme un tambour. Que ferait-elle ensuite? Le lendemain matin, Salima se réveilla avec un plan. Elle savait que les villageois pourraient se méfier si elle ne demandait que des culottes. Alors, elle décida de rendre son commerce plus ordinaire. Avec l'argent de Kémi, elle alla au marché et acheta des seaux et des bols colorés, grands et petits, chacun brillant sous le soleil du matin. De retour au village, elle frappa à la première porte. Une vieille femme ouvrit, les yeux plissés. « Bonjour maman », dit Salima en brandissant un seau bleu vif. « Je les échange contre de vieux vêtements, des chaussures, ou même des culottes. Tu n'en as pas besoin. » La vieille femme grogna. « Vieux vêtements, chaussures, culottes? Quel genre d'entreprise est-ce? » « C'est pour une nouvelle activité, » répondit Salima d'une voix ferme. « Si tu as quelque chose que tu n'utilises plus, je t'échange contre ce beau seau. » Les yeux de la vieille s'illuminèrent. Elle entra et revint avec une pile de vieux vêtements et de chaussures, surmontée de quelques culottes usées. « Merci maman, voici ton seau, » dit Salima en souriant. À chaque maison, ce fut la même scène. Les villageois cédèrent avec empressement leurs objets inutiles contre les bols et seaux brillants de Salima. À la fin de la journée, son sac était plein à craquer, vêtements, chaussures et surtout, culottes. Cette nuit-là, Salima s'assit dans sa hutte pour trier sa collection.
Elle sépara soigneusement les culottes et les plaça dans un sac spécial. Les autres vêtements et chaussures, elle les emmena dehors et les brûla dans un endroit caché près de la rivière. Les flammes crépitèrent, dévorant l'épreuve, pendant que son visage brillait dans la lumière du feu. Le lendemain, elle livra le sac de culottes à Kémy près de la rivière. « Tu as bien fait », dit Kémy d'une voix douce comme de la soie. Elle tendit à Salima une autre liasse d'argent. Le cœur de Salima s'éleva lorsqu'elle serra le paiement contre sa poitrine. « Merci », murmura-t-elle, sentant l'espoir monter en elle. Kémy sourit, les yeux perçants. « Continue de travailler, Salima. Ta vie est sur le point de changer. » Et ainsi, le commerce de Salima continua. Chaque jour la rapprochait d'une vie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les villageois, eux, restaient ignorants du sombre secret caché derrière son nouveau succès. Peu de temps après, la nouvelle du commerce de Salima se répandit dans tout Zango comme une traînée de poudre. Ses seaux colorés et ses bols brillants devinrent le sujet de conversation du village, des grands-mères aux jeunes mariés. « As-tu vu les nouveaux bols de Salima ?» demanda une femme à sa voisine. « Oui, j'ai échangé les vieilles chemises de mon mari hier. »« J'en ai eu un magnifique, » répondit-elle, les yeux pétillants d'excitation. Chaque fois que Salima arrivait au village avec ses seaux, une foule se formait aussitôt. Les femmes se bousculaient pour remettre leurs vieux articles en premier. Elle ne manquait jamais de clients. Ses sacs étaient toujours pleins à la fin de la journée, et les paiements de Kémy arrivaient régulièrement. La vie de Salima commença réellement à changer. Elle répara enfin son toit qui fuyait, le remplaça par de solides feuilles de palmier. Ses fenêtres furent couvertes, empêchant le vent froid de pénétrer la nuit. Elle avait même acheté de nouveaux vêtements, brillants et colorés, comme ceux des femmes qu'elle enviait autrefois. Pour la première fois, Salima avait pu bien manger. Elle n'avait plus besoin de mendier ni de lutter. Ses jours de faim étaient bel et bien terminés. Les villageois avaient remarqué sa transformation et avaient commencé à parler. « Regardez ça là », chuchotait-il, « elle n'est plus la pauvre bête que nous connaissions. Peut-être que son entreprise était vraiment bénie. » Un autre ajouta, « Mais alors que ses journées étaient remplies de rires et de commerce, ses mains portaient une couleur plus sombre. » Quand le village dormait, Salah rassemblait tranquillement ses sacs de culottes triées. Comme une ombre, elle se glissait à travers les sentiers étroits en direction de la rivière. Sous le clair de lune, elle retrouvait Kémy, qui l'attendait toujours avec son étrange sourire entendu. Elle n'échangeait guère plus que quelques mots, mais chaque fois, Kémy prenait le sac de culottes et remettait à Salah son paiement. Personne dans le village n'avait connaissance de ces réunions nocturnes. Pour eux, le succès de Salima résultait simplement de son travail acharné. Mais dans l'obscurité, près de la rivière, quelque chose d'étrange et de non-dit se produisait. Et bientôt, cela attira l'attention d'un œil vigilant. Le commerce de Salima était devenu plus grand que ce que quiconque à Zango aurait pu imaginer. Elle ne s'était pas arrêtée à son propre village. Bientôt, elle avait commencé à visiter les villages voisins. Ses seaux et ses bols brillaient comme le soleil du matin, partout où elle passait. Les villageois rassemblaient avec empressement leurs vieux vêtements, chaussures et culottes en attendant sa prochaine visite. « Salima arrive demain », disait-il. L'excitation bouillonnait comme un pot de soupe. Tout le monde voulait un morceau de son commerce. À Zango, sa vie était devenue une merveille. Son cœur autrefois brisé était désormais fort et fier. Ses vêtements étaient frais et ses repas satisfaisants. Mais tandis que la plupart des villageois célébraient son succès, l'esprit d'une personne ne trouvait pas le repos. Sa voisine, Tinu, avait toujours été une femme aux yeux perçants. Elle ne pouvait ignorer le schéma étrange. Chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Salah portait son sac et disparaissait dans l'obscurité. Elle revenait des heures plus tard, le visage calme, mais les yeux pleins de secrets. Tinu se posait des questions. Une nuit, la curiosité l'avait saisie avec force. Elle s'enveloppa dans un épais châle et attendit près de sa fenêtre. Comme prévu, Salah quitta sa hutte, un lourd sac en bandoulière sur l'épaule, avançant comme un chat silencieux. Tinu la suivit, gardant une distance prudente. L'air était froid, la nuit étrangement calme. Le cœur de Tinu battait fort dans sa poitrine, mais elle continua, se cachant derrière les arbres et les buissons. Finalement, elles atteignirent la rivière. Tinu s'accroupit, basse, observant à travers les hautes herbes. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut une silhouette assise sur un gros rocher, au bord de l'eau. C'était Kémy. Ses riches vêtements brillaient faiblement sous le clair de lune. Autour d'elle, des bougies vacillaient, leurs flammes dansant dans un cercle parfait. Salima s'approcha et laissa tomber son sac devant Kémy, sans un mot. Kémy ouvrit le sac, en sortit uniquement les culottes, le reste des vêtements fut repoussé. Puis, Kémy commença à chanter. Sa voix était basse et rythmée,
comme le bourdonnement des abeilles. L'air sembla s'épaissir. Le souffle de Tinnu se bloqua dans sa gorge. Elle vit Camille lever les mains, et soudain, la culotte disparut dans les airs, ne laissant derrière elle qu'une faible lueur étrange. Un rire bizarre résonna dans la nuit, faisant frissonner Tinnu. Ses jambes tremblaient, son cœur battait comme un tambour. Elle voulait courir, mais ses pieds semblaient figés dans la boue. Qu'avait-elle vu? Qui était cette Camille? Et que faisait-elle avec les culottes des villageoises? La peur s'empara de Tinnu. Elle se retira discrètement, son esprit en panique. Elle en avait assez vu pour une nuit. Mais elle savait que ce n'était que le début d'une vérité terrifiante. Le cœur de Tinnu se souleva comme un oiseau piégé, tandis qu'elle trébuchait à travers la forêt obscure. Le rire étrange de la rivière résonnait encore dans ses oreilles, et chaque bruissement des feuilles ressemblait à une main tendue vers elle. Elle serrait fermement son châle. Ses pieds avançaient aussi vite que possible, mais la peur donnait à ses jambes la lourdeur de la pierre. Elle ne s'arrêta qu'en atteignant sa maison. Le cœur battant, elle claqua la porte, la verrouilla, et s'adossa au bois, haletante. Les ombres dans sa chambre semblaient s'étirer et bouger. Le silence était assourdissant. Tinnu s'assit dans un coin, les genoux contre la poitrine, les yeux scrutant la pièce. Le sommeil refusait de venir. Son esprit rejouait la scène près de la rivière, les bougies, les chants, les culottes qui disparaissaient, et le rire obsédant de Camille. Elle se serra dans ses bras, murmurant des prières entre ses dents, suppliant pour que la nuit se termine. Aux premières lueurs de l'aube, Tinnu ne put plus supporter le poids de ce secret. Elle enfila son peignoir et se précipita vers la maison de l'aîné. Ses pieds nus claquaient sur les chemins de terre, soulevant la poussière. Lorsqu'elle arriva, les aînés se réveillaient à peine, leurs visages ridés marqués par le sommeil et l'âge. Mais la panique dans les yeux de Tinnu chassa leur lassitude. « Qu'y a-t-il » demanda l'un d'eux, la voix lourde d'inquiétude. « C'est Salah » sanglota Tinnu. « Elle va à la rivière chaque nuit. Il y a une femme. Camille. Elle fait quelque chose de sombre avec nos vêtements. Je l'ai vue de mes propres yeux. » Les anciens échangèrent des regards graves. « Qu'as-tu vu exactement » demanda un autre en se penchant vers elle. Tinnu prit une grande inspiration, sa voix tremblait. Il y avait des bougies. Camille chantait, elle ne prenait que les culottes, puis elle disparaissait. Après, j'ai entendu un rire démoniaque. Un silence pesant s'installa. Les visages des anciens devinrent plus sévères à chaque mot. Enfin, l'un d'eux se leva. C'est grave. Nous devons convoquer Salah immédiatement. La cloche du village sonna, sèche et urgente. Tout le monde se réveilla. Hommes, femmes, enfants se rassemblèrent sur la place, murmurant avec confusion. Lorsque Salah arriva, son visage était calme, mais ses yeux trahissaient quelque chose. Les anciens se tenaient devant la foule, leurs visages sombres. « Salah, commença l'aîné en chef, ton voisin Tinnu a fait un rapport troublant. Elle dit avoir suivi à la rivière la nuit dernière et avoir vu des choses inquiétantes pour la sécurité du village. Nous exigeons une explication. » Le silence tomba. Tous les yeux se tournèrent vers Salah. L'air était lourd. Même la plus légère brise semblait porter des murmures de peur. Salima se tint au centre de la place, ses jambes tremblaient comme des feuilles dans le vent. Les regards pesaient sur elle, remplis de peur et de colère. Elle déglutit, mais sa gorge était aussi sèche que l'harmattan. « Salima, dit l'aîné en chef d'une voix sèche, parle. Que caches-tu » Salima baissa les yeux, ses mains fermement serrées. « Je ne peux pas, chuchota-t-elle. J'ai prêté serment. Si je parle, je deviendrai folle, ou je mourrai. » Un frisson parcourut la foule. Des murmures s'élevèrent, semblables à un essaim d'abeilles. « Un serment ? Quel genre de serment » demanda l'aîné. Il fit un signe à un jeune homme. « Amène le grand prêtre. » Les villageois attendirent dans un silence oppressant. Lorsque le grand prêtre arriva, son long bâton frappait la terre à chaque pas. Ses yeux perçants passèrent lentement sur la foule avant de se poser sur Salah. « Tu as prêté serment » demanda-t-il d'une voix profonde. Salima hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Le prêtre leva son bâton et commença à chanter. Sa voix montait et descendait comme les vagues de la rivière. L'air s'alourdit, et un étrange silence enveloppa la place. Les chants du prêtre semblaient s'enrouler autour de Salima comme une corde invisible. Finalement, le prêtre s'était arrêté et avait pointé son bâton vers elle. « Maintenant, parle. L'esprit te protégera, » avait-il dit. Salah était tombée à genoux, son corps tremblant. Cécie, avait-elle sangloté. Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une ritualiste. Elle m'a forcé à ramasser vos culottes, pour voler vos vies. Les villageois avaient haleté d'horreur.
Nos vies. Avait crié quelqu'un. Salah avait hoché la tête, les larmes coulant librement. Oui. Elle m'a dit qu'elle me rendrait riche si je l'aidais. Chaque fois que je lui apportais des culottes, elle accomplissait des rituels. Elle s'en servait pour prendre votre force, votre fortune, vos âmes, pour faire fructifier sa richesse. Les villageois étaient restés immobiles, figés, leur visage pâle. Je n'avais pas le choix, avait pleuré Salah. Elle a dit que si je ne prêtais pas serment et que je ne lui obéissais pas, elle me tuerait. J'étais désespérée, je suis désolée. Le visage des anciens s'était durci. Il s'était tourné vers le grand prêtre. Que pouvons-nous faire? Le prêtre avait caressé pensivement sa barbe. Nous devons trouver KY, détruire son pouvoir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons briser son emprise sur le village. La foule avait explosé dans un mélange de peur et de colère. Le commerce autrefois réputé des seaux et des bols s'était transformé en une sombre histoire de tromperie et de danger. Maintenant, ils comprenaient le véritable prix de leurs vieux vêtements jetés. Le grand prêtre s'était tenu droit, son bâton fermement planté dans le sol. Ses yeux perçants avaient balayé les villageois rassemblés. La place était si silencieuse que même les feuilles semblaient craindre de bruire. Ce n'est pas une affaire ordinaire, avait-il dit d'une voix grave. Une puissante sorcière se cache parmi nous, se nourrissant de vos vies par l'œuvre de KY. Mais n'ayez crainte, les esprits ont parlé, et ils nous guideront pour briser cette malédiction. Les villageois s'étaient déplacés nerveusement. Certains avaient serré leurs enfants, d'autres murmuraient des prières. Maintenant, avait poursuivi le prêtre, si vous avez déjà donné vos culottes à Salah, avancez. La malédiction ne peut être levée si vous vous cachez. Personne n'avait bougé. Puis, lentement, les femmes avaient commencé à avancer, le visage blême, une par une. Elles s'étaient tenues devant le prêtre, la tête baissée de honte et de terreur. Moi aussi, avait murmuré une vieille femme, en rejoignant la ligne. J'en ai donné 3 paires, avait avoué une jeune mère, son bébé dans les bras. Bientôt, plus de femmes s'étaient avancées, jusqu'à ce que près de la moitié du village se tienne là, face au prêtre. Les hommes regardaient en silence, sidérés, leurs visages mêlant colère et peur. Le prêtre avait levé son bâton et tracé un cercle dans la terre autour des femmes rassemblées. Il avait commencé à chanter, sa voix profonde, rythmée, chaque mot chargé d'un pouvoir ancien. L'air était devenu lourd. Les villageois ressentaient une étrange énergie, comme si le sol lui-même vibrait sous eux. Il avait invoqué les esprits de la terre, de la rivière et des cieux. Les flammes des torchers cérémoniels vacillaient violemment, un vent froid balayait la place, et les villageois frissonnaient, malgré la chaleur de la nuit. À mesure que les chants s'élevaient, les femmes dans le cercle écarquillaient les yeux de peur. Soudain, la voix du prêtre s'était amplifiée. Le cercle s'était illuminé d'une étrange lueur. La malédiction est en train de se briser, avait-il déclaré. Mais elle ne se lèvera pas complètement, tant que le pouvoir de KY ne sera pas détruit. Les villageois avaient murmuré, inquiets. Leur peur persistait. Ils savaient que la bataille n'était pas encore terminée. Son repère est près de la rivière, caché sous le vieux baobab, avait annoncé le prêtre d'une voix ferme. Un frisson avait parcouru la foule. Le vieux baobab. L'endroit que les enfants évitaient, qu'on disait maudit. Les contes d'autrefois leur revenaient en mémoire, leur glaçant le sang. Nous devons en finir maintenant. Son pouvoir faiblit, mais elle reste dangereuse. Guidés par le prêtre, les villageois avaient pris des bâtons, des torchers, des pierres. Leurs visages, graves et déterminés, s'étaient tournés vers la rivière. Le chemin familier semblait à présent plus sombre, alourdi par leur mission. Arrivé au baobab, le prêtre avait pointé son bâton vers le sol. Son repère se trouve en contrebas. D'un signe, les hommes les plus robustes avaient commencé à creuser. Rapidement, ils avaient découvert une entrée dissimulée, un tunnel sombre et étroit. L'air était épais, nauséabond, chargé de décomposition et de magie. « Faites-la sortir », avait ordonné le prêtre. 2 hommes courageux étaient entrés, torchés en main. Quelques instants plus tard, ils étaient revenus, traînant derrière eux une silhouette frêle, KY. Ses robes, jadis éclatantes, pendaient en lambeaux. Son visage était déformé par la rage et la peur. « Imbécile! Vous osez me défier? Vous périrez tous !» avait-elle craché, sa voix sifflante comme un serpent. Les villageois avaient reculé, mais le prêtre s'était avancé. Il avait repris son chant, son bâton brillant d'une douce lumière. KY avait hurlé, se tenant la tête. Les mots la brûlaient. Son pouvoir s'effritait. Les villageois avaient envahi son repère, brisant charmes, bougies, artefacts étranges. À chaque objet détruit, KY faiblissait davantage.
Ses cris s'étaient étouffés, puis avaient cessé. Le prêtre avait levé son bâton une dernière fois. C'est fait. Elle est impuissante. Ils avaient traîné KY jusqu'à la place du village, l'attachant à l'ancien arbre, celui sous lequel se tenaient autrefois les fêtes. Tu nous as volés, avait tonné le chef. Tu as maudit notre peuple. Aujourd'hui, ton règne s'achève. Sans hésiter, les villageois avaient ramassé des pierres. Leur peur et leur rage avaient guidé leurs gestes. Les cris de KY avaient résonné brièvement, puis plus rien. Le silence s'était installé. L'air semblait plus léger, comme purifié. Le village est libre, avait proclamé le prêtre. Mais il avait ajouté « Que cela soit une leçon. Le mal prospère là où grandissent la cupidité et la négligence. Restons vigilants. » Les villageois avaient hoché la tête. Ils avaient vaincu, mais les cicatrices restaient. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.